Face à l'horreur, on n'a pas opposé la vérité, mais des récits fabriqués. Face à la peur, on a préféré tirer les ficelles plutôt qu'informer. Et contre le terrorisme, c'est la confusion qui a été brandie comme arme. C'est le décor qui s'est imposé en Algérie au cours des dernières 24 heures. Contre toute attente, les autorités ont choisi de faire disparaître presque totalement toute trace d'informations liées à une tentative de double attaque kamikaze, déjouée à Blida, cette ville à quelques dizaines de kilomètres d'Alger. Ce qui s'est installé ensuite ressemble à un silence médiatique d'une rare violence immédiatement relayée par une mécanique bien huilée de désinformation et d'influence destinée à orienter aussi bien l'opinion locale qu'internationale. L'objectif semblait clair, empêcher à tout prix que la presse, qu'elle soit nationale ou étrangère, ne s'attarde sur cet épisode pourtant évité de justesse grâce à la vigilance des forces de sécurité. Même les journalistes les plus aguerris peinent à se souvenir d'un précédent. Jamais encore dans toute l'histoire du pays on avait vu un tel déploiement de moyens pour étouffer un attentat qui n'a même pas eu lieu. Oui, vous avez bien entendu, une mobilisation massive pour empêcher qu'on parle d'un drame évité. Alors forcément, les questions s'accumulent. Qu'est-ce qui a déclenché une telle fébrilité? D'où vient cette panique presque palpable? Et surtout, est-ce que la réaction des autorités face à ce qui s'est passé à Blida reflète vraiment le comportement attendu d'un État rationnel et structuré pendant ce temps? Depuis une journée entière, un autre spectacle se joue en parallèle sur TikTok, Facebook, YouTube ou Instagram. Une avalanche de vidéos déferle, influenceurs anonymes, créateurs de contenu ou figures suivies par des milliers d'abonnés. Tous semblent reprendre en chœur une version bien précise. Selon eux, rien de terroriste à Blida. Pas d'attentat déjoué. Pas de menace neutralisée, juste une bonbonne de gaz qui aurait explosé. Oui, vraiment. Et non, ce n'est pas une illusion. Les plateformes sociales en Algérie se sont transformées en véritables champs de bataille numériques où chaque article, chaque journaliste, qu'il soit local ou étranger ayant osé évoquer un attentat, a été immédiatement pris pour cible sous leur publication, un déluge de commentaires agressifs, d'insultes, d'accusations et de diffamations, toujours accompagnés du même refrain martelé sans relâche, une seule explication imposée. Un simple accident domestique, une bouteille de gaz, rien de plus. Pourtant plus tôt, dans la journée, une toute autre réalité circulait déjà, des dizaines, voire des centaines de vidéos publiées par des témoins directs, montraient des scènes d'une violence extrême avec des corps mutilés, des fragments humains et des descriptions détaillées affirmant que deux individus s'étaient fait exploser, deux versions, deux récits, et un contraste qui interroge. C'est en plein cœur d'un axe urbain ultra fréquenté, le célèbre boulevard Mohamed Boudiaf, connu aussi comme le boulevard des 20 mètres, que la scène s'est jouée dans une ville parmi les plus densément peuplées du pays, un endroit stratégique où se concentre à la fois une activité intense et des infrastructures sécuritaires majeures, puisque cette zone abrite plusieurs institutions sensibles au centre de la wilaya de Blida, une région loin d'être anodine, bien au contraire, puisqu'elle constitue un point névralgique du dispositif militaire national avec son premier commandement, une importante prison militaire et le tribunal militaire le plus significatif du pays, le tout à seulement quelques dizaines de kilomètres de la capitale Alger. Et comme si le timing ne pouvait pas être plus délicat, c'est précisément au moment où le pape Léon X effectuait une visite hautement symbolique et stratégique que deux individus ont tenté de déclencher leur charge explosive, un épisode qui, du point de vue du pouvoir en place, ne relève pas seulement du fait divers, mais devient presque une atteinte à l'image même de l'État, une réalité jugée trop embarrassante pour être assumée publiquement, au point que sa diffusion devait être empêchée coûte que coûte, quitte à la faire disparaître complètement du débat public. La réaction n'a pas tardé, un verrouillage express de l'espace médiatique a été enclenché, accompagné d'une opération méthodique visant à faire disparaître toute trace numérique de l'événement, car oui, il ne s'agissait pas simplement de modérer, mais bien d'effacer. Les unités spécialisées dans la cybercriminalité ont pris contact avec les administrateurs des pages les plus influentes et les communautés les plus visibles pour exiger la suppression immédiate de tout contenu, images, vidéos ou témoignages susceptibles de confirmer qu'un acte terroriste avait été évité de justesse à Blida. Et pourtant, malgré cette tentative d'effacement, l'information a franchi les frontières relayées et documentées par de nombreux médias internationaux. Volontairement, nous avons laissé de côté les sources françaises pour éviter le réflexe bien connu d'une partie de l'opinion qui rejette systématiquement ces médias en les accusant d'être
instrumentalisés par divers intérêts occultes ou nostalgies historiques, préférant s'appuyer ici sur des publications étrangères sans aucun lien avec la France afin de couper court à ce type d'argument. Regardez bien les sources Euronews des médias suisses, des publications venues d'Azerbaïdjan jusqu'à Singapour. Des rédactions éloignées issues de pays qui n'entretiennent ni tension ni contentieux particulier avec l'Algérie. Difficile donc de prétendre que ces acteurs auraient un quelconque intérêt à nuire. Personne ne va sérieusement soutenir que l'Azerbaïdjan ou Singapour mèneraient une guerre médiatique contre Alger. Pourtant, tous convergent vers le même constat, une tentative d'attentat de suicide, voire deux, aurait été stoppée dans la région de Blida avec des individus prêts à activer des charges explosives. C'est ce que relatent ces articles, ni plus ni moins, et même du côté de médias français comme Le Figaro, Le Monde ou France 24. Aucun discours hostile, aucune attaque, simplement des faits exposés sans fioriture. Mais voilà où la situation bascule dans l'absurde pour certains relais proches de la propagande officielle. Rapporter ces éléments devient une agression contre le pays, une logique totalement inversée du jamais vu, et pourtant, après plus d'une décennie passée dans le journalisme, il est difficile de se rappeler d'une réaction aussi déconnectée, aussi excessive, presque hystérique dans sa forme. On quitte clairement le terrain du rationnel pour entrer dans une réaction de panique généralisée, au point où évoquer l'existence même d'un attentat à Blida suffit désormais à vous faire étiqueter comme ennemi de la nation. Désormais, le scénario est bien rodé si vous osez évoquer les faits, vous. Voilà aussitôt catalogué agent du Makzen, marionnette du Mossad ou pire encore, traître à la nation. Une mécanique de disqualification totalement délirante et franchement, on touche là quelque chose d'inédit jamais auparavant. La presse indépendante ou étrangère n'avait été ainsi clouée au pilori pour avoir simplement relayé une information factuelle. Car oui, il ne s'agit pas d'une rumeur, mais bien d'un élément confirmé, y compris au plus haut niveau continental, puisque Mahmoud Ali Youssouf, à la tête de la Commission de l'Union africaine, a officiellement condamné avec fermeté les événements survenus le 13 avril 2026 à Blida, exprimant son soutien clair au peuple algérien et à ses institutions. Un communiqué formel diffusé publiquement, dans sa version française notamment, et publié sans ambiguïté dans les heures qui ont suivi les faits. Et puis, retournement digne d'un mauvais scénario le lendemain matin, le 14 avril. Plus rien, le communiqué disparaît purement et simplement des plateformes officielles de l'Union africaine. Volatilisé, effacé comme s'il n'avait jamais existé, difficile de ne pas y voir une intervention en coulisses, des pressions exercées pour faire retirer ce texte, devenu gênant sous prétexte qu'il reposerait sur une information erronée. Pourtant, personne n'imagine sérieusement l'institution revenir ensuite pour expliquer qu'il ne s'agissait finalement que d'un banal accident domestique lié à une bonbonne de gaz. Alors la question reste entière, que s'est-il réellement passé à Blida? Une tentative terroriste avortée ou une simple explosion liée à la préparation de Majeb? Comme le martèlent désormais certains relais sur les réseaux sociaux, amplifiés par des influenceurs et des canaux bien identifiés. Ce qui est certain en revanche, c'est que la situation est sans précédent. Et pour la première fois, l'État semble avoir choisi de répondre à une réalité dérangeante, non pas par la transparence, mais par une fuite en avant nourrie de désinformation assumée. Il faut remettre les choses à leur place. Être visé par une attaque terroriste n'a rien d'infamant en soi. Aucune grande nation n'y a échappé des États-Unis à l'Europe, que ce soit la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne ou l'Italie, jusqu'aux puissances asiatiques, comme le Japon, la Chine ou l'Inde. Toutes ont connu à un moment ou à un autre la violence du terrorisme, alors prétendre que reconnaître un tel épisode serait une humiliation relève d'une logique difficile à suivre, car en réalité, admettre une menace, c'est aussi reconnaître sa capacité à y faire face, ce qui rend d'autant plus incompréhensible cette volonté de verrouiller l'information, de s'imposer un silence aussi rigide selon les informations recueillies auprès de plusieurs sources. Cette ligne de conduite ne serait pas le fruit du hasard, mais bien une décision venue d'en haut, impulsée directement par les services de la présidence, notamment à travers la cellule de communication, qui aurait diffusé des consignes strictes à l'ensemble des médias du pays suite à une instruction ferme attribuée à Abdelmajid Tebboune lui-même. Autrement dit, c'est au plus haut sommet de l'État que le choix aurait été acté. Aucun média, aucune voix officielle, aucune institution ne devait s'exprimer, ni confirmer, ni infirmer, ni même évoquer l'existence de cette tentative d'attentat à Blida. Une consigne relayée avec une rigueur absolue et sans détour, les services de communication du palais présidentiel auraient pris contact avec les rédactions, mais aussi avec les différentes branches sécuritaires, afin de coordonner une réaction immédiate.
ces dernières ayant été mobilisées pour identifier et contacter les administrateurs de pages sur Facebook, les comptes actifs sur Twitter ou TikTok, afin d'exiger la suppression de contenus visuels particulièrement sensibles montrant les conséquences de l'événement, des images violentes, des scènes difficiles à soutenir, où apparaissaient des restes humains, témoignages directs de l'ampleur de ce qui s'était réellement produit. Tout l'appareil sécuritaire a été mis en alerte maximale, police, gendarmerie, services de renseignement, une mobilisation générale, mais pour quelles raisons au juste? Officiellement, la crainte était ailleurs l'impact potentiel de cette affaire sur la visite du pape, car du côté des autorités, on redoutait un scénario bien précis, celui où le souverain pontife déciderait soudainement d'écourter son séjour en Algérie, ou pire encore que son entourage prenne peur au dernier moment et impose un changement radical d'agenda, allant jusqu'à quitter le pays prématurément, une situation qui aurait été perçue comme un revers symbolique majeur, presque une humiliation sur la scène internationale. Voilà la peur qui semble avoir guidé cette réaction, et pourtant aucun élément concret ne vient appuyer cette hypothèse. Aucune trace d'inquiétude officielle, aucun signal alarmant, rien ne montre que le Vatican ait envisagé une telle réaction. Et c'est bien là que le décalage devient frappant, aucune source, ni proche ni lointaine, aucun interlocuteur crédible lié au Vatican n'a évoqué la moindre panique, pas la moindre intention de raccourcir le déplacement, encore moins de modifier le programme prévu, aucune confirmation, aucune indication sérieuse. Absolument rien, le pape est resté imperturbable et son entourage également. L'événement a été maîtrisé, aucune perte humaine à déplorer, seulement des blessés. Dans un contexte pareil, un État solide et confiant aurait plutôt mis en avant l'efficacité de ses services, transformant cet épisode en preuve de sa capacité à prévenir le pire, en réalité une victoire sécuritaire. Et c'est précisément l'angle qui avait été défendu dans certaines analyses précédentes. Sur l'ensemble de nos contenus, que ce soit à travers nos émissions ou nos analyses, nous avons fait un choix clair, mettre en avant l'efficacité des forces de sécurité algériennes, souligner leur capacité à neutraliser une menace bien réelle. Car, oui, il faut le reconnaître, cet épisode n'est pas tombé du ciel. Il s'inscrit dans un contexte particulier, celui de la visite du pape, une occasion idéale pour un groupe extrémiste de tenter un coup spectaculaire, semer la peur, et surtout capter l'attention du monde entier, d'autant plus que de nombreux médias internationaux accompagnaient déjà la délégation pontificale depuis son arrivée à Alger. Le 13 avril 2026, tous les projecteurs étaient braqués sur le pays, mais malgré cela, rien ne s'est produit, aucune tragédie. Aucun bain de sang, l'attaque a été empêchée à temps et c'est précisément là où réside l'essentiel. Il n'y a aucune raison objective de parler d'humiliation. L'histoire elle-même nous rappelle que même des figures aussi protégées que des papes ont déjà été visées ailleurs. Ce n'est ni inédit ni spécifique à l'Algérie. Alors pourquoi dramatiser à ce point un événement qui n'a même pas abouti? Pourquoi céder à une telle nervosité, si ce n'est par une obsession presque maladive de préserver une image plutôt que de valoriser une réussite sécuritaire au point de basculer dans des récits complotistes et des stratégies de désinformation sans en mesurer les effets désastreux, d'autant plus que penser pouvoir masquer une telle information relève de l'illusion, car le Vatican dispose de ses propres moyens d'analyse de ses réseaux et de ses services, tout comme les médias internationaux qui ont largement relayé les faits, preuves à l'appui. De Singapour à l'Azerbaïdjan, en passant par plusieurs rédactions internationales, l'information a circulé sans interruption. Alors une question s'impose, à quoi bon tenter de l'effacer? Et surtout, avec quels moyens croire qu'on peut la faire disparaître? Comment espérer convaincre l'opinion, qu'elle soit nationale ou mondiale, qu'il ne s'agissait que d'une simple explosion de bouteilles de gaz? À ce stade, la narration semble presque sous-estimer l'intelligence collective. Car faut-il vraiment imaginer que le pape Léon X ou son entourage puisse croire à une version aussi simplifiée d'un événement que tout le monde décrit autrement? Qui peut sérieusement adhérer à cette lecture quand les images de témoins ont déjà fait le tour du monde? Des scènes crues, des corps visibles et cette séquence largement partagée d'un individu en tenue traditionnelle qui se serait déclenché après confrontation avec un agent de police au moment précis où il est interpellé des éléments filmés. Diffusés, recoupés et loin de toute manipulation artificielle. Dans ce contexte, les médias internationaux n'ont fait que relayer des faits qu'ils estiment vérifiés, sans inventer ni déformer. Et si tout cela relevait réellement de la désinformation, une réaction officielle de contestation aurait été compréhensible, voire légitime, mais ce n'est pas le cas ici, et c'est bien là que l'incompréhension grandit, face à une ligne de communication difficile à suivre, presque déroutante.
Personne ne nie l'existence du terrorisme ni les risques auxquels un pays comme l'Algérie est confronté, pas plus que la France, les États-Unis ou d'autres grandes nations qui ont elles aussi déjoué des attaques. Mais la comparaison montre justement la limite de certaines justifications à Paris. Lorsqu'une tentative d'attentat vise un site sensible, personne ne transforme l'événement en anecdote culinaire ou en scénario improbable. Un État sérieux ne peut pas remodeler la réalité selon les circonstances. Pour être précis, l'État lui-même n'a pas officiellement communiqué dans ce sens. La version de l'explosion domestique liée à un vendeur de Maghreb ou à une bouteille de gaz provient surtout d'une propagation massive sur les réseaux sociaux. Une narration qui s'est imposée progressivement, mais qui s'inscrit dans un contexte plus large de contrôle de l'information et de restrictions médiatiques ayant touché l'ensemble des canaux de diffusion. En réalité, si l'on met de côté les détours et les justifications, la question centrale est bien ailleurs. Qu'est-ce qui a poussé les autorités algériennes à chercher à dissimuler ces faits? Officiellement, tout se résumerait à une crainte de répercussions sur la visite du pape, mais comme on l'a déjà constaté, ce raisonnement peine à convaincre. Imaginez le souverain pontife quitter précipitamment le pays simplement parce qu'un attentat a été déjoué à proximité relève d'une logique difficile à soutenir. On parle pourtant d'un homme d'État spirituel qui a déjà tenu tête à des figures politiques majeures comme Donald Trump, un responsable dont la stature repose sur la cohérence, la morale et une autorité internationale solide, pas sur des réactions impulsives face à un incident sécuritaire situé à quelques dizaines de kilomètres d'un discours officiel. Dès lors, l'hypothèse d'un départ précipité apparaît peu crédible. Le véritable enjeu serait donc ailleurs. Ce que redouteraient les autorités, ce n'est pas tant la réaction du Vatican que les interrogations que cet événement pourrait soulever. Des questions simples mais sensibles: quelle est réellement l'efficacité des dispositifs de prévention contre le terrorisme? Et surtout, quelles sont aujourd'hui les priorités réelles des services concernés? Dans le même temps, et nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, une partie non négligeable de l'appareil sécuritaire semble s'orienter davantage vers la surveillance des opinions exprimées sur les réseaux sociaux que vers le traitement direct des menaces réelles. Pendant que des citoyens font l'objet de poursuites pour leurs publications ou leur prise de position en ligne, un sentiment de déséquilibre s'installe progressivement, y compris au sein même des structures de sécurité. On observe également dans ce climat des figures issues de courants réformistes ou critiques qui se retrouvent sous pression, voire privées de liberté, comme certains journalistes et militants, tels que Abdulwakil Blam Abdkarim Zrilch ou encore Mustapha Benjama, tous évoquant des formes de pression continue qui dépassent parfois le cadre professionnel pour affecter directement leurs conditions de vie et leur situation personnelle. Dans un climat déjà tendu, un phénomène plus inquiétant encore se dessine, celui d'un écran médiatique qui semble se refermer de façon durable autour de certains sujets sensibles, comme si une partie de la réalité venait progressivement disparaître du champ public, avec des événements sécuritaires majeurs qui, selon plusieurs échos, ne seraient jamais réellement évoqués officiellement, tandis que d'autres incidents pourtant jugés graves dans certains cercles restent sans validation ni traitement médiatique, créant ainsi un vide d'information qui alimente mécaniquement rumeurs et méfiance collective, fragilisant peu à peu le lien entre institutions et opinion. Dans le même temps, des témoignages évoquent des pressions exercées sur des administrateurs de pages et des utilisateurs des réseaux sociaux afin de décourager toute diffusion de contenu jugé incompatible avec la ligne, les intérêts ou la vision associée au pouvoir en place et à son entourage souvent désigné sous le terme de clan Tebboune, avec la réapparition récurrente de noms comme celui de Sofiane Jora dans diverses accusations relayées en ligne, où certaines personnalités proches de cercles influents seraient perçues comme des relais d'influence servant à installer progressivement un climat d'autocensure et de crainte autour de l'espace public. Dans ce contexte déjà chargé, d'autres figures comme Abdelatif Belkaïm ou Orieda Ibzis sont régulièrement mentionnées dans les débats, ce qui traduit un niveau de défiance de plus en plus visible envers les sphères décisionnelles. Et c'est précisément dans cette atmosphère que la forte visibilité de certaines personnalités interroge notamment celle de Tissem Hamlaoui, aperçu au premier rang lors d'événements où le pape Léon XIV s'adressait aux invités, une présence remarquée qui déjà alimente des interrogations. Plus récemment encore, sa mise en avant en plan serré sur la télévision nationale lors de la rencontre entre Abdelmadjid Tebboune et le pape à la Grande Mosquée d'Alger a renforcé certaines perceptions contrastées, car pour une partie de l'opinion publique, cette exposition médiatique associée aux dispositifs de protection visibles autour d'elle
semble en décalage marqué avec les réalités quotidiennes vécues par une large partie de la population algérienne. Dans l'opinion d'une partie des Algériens, le nom de Tissem Hamlaoui est devenu synonyme de scandale et de corruption, une figure fortement critiquée, et pourtant le contraste interroge pendant que des journalistes comme Abdulwakil Blam se retrouvent en détention, que Mustapha Benjama subit pression et intimidation et que Abdulkarim Zrilch est menacé. D'autres personnalités controversées sont au contraire mises en avant, invitées et valorisées, parfois même présentées sous un jour prestigieux, ce qui nourrit l'idée d'un système où certaines protections semblent dépendre davantage de la proximité avec le pouvoir que de critères objectifs, notamment lorsque certains accusent ces figures d'utiliser des relais institutionnels, justice, sécurité ou administration pour faire pression sur leurs opposants, les réduire au silence ou les poursuivre. Dans ce contexte, une interrogation devient incontournable. Assiste-t-on à une dérive où la communication et la maîtrise de l'image prennent progressivement le dessus sur les missions essentielles de sécurité nationale? Car il faut rappeler une évidence souvent oubliée, les services de sécurité n'ont pas vocation à protéger une réputation politique, ni à servir d'outil d'influence pour un dirigeant, ses proches ou ses soutiens. Leur mission première reste la lutte contre les menaces terroristes et la neutralisation des dangers réels, pas la régulation des critiques ou la protection d'une image publique. Ni la police, ni la gendarmerie, ni les services de renseignement ne sont censés intervenir pour empêcher des opinions négatives ou bloquer des informations vérifiées concernant des responsables ou leur bilan. Certes, la lutte contre la désinformation relève bien de leurs compétences, mais dès lors qu'il s'agit de bloquer des faits avérés, on ne parle plus de sécurité, mais de contrôle de l'information, voire de dérive vers une logique de police politique. Ce type de fonctionnement ne correspond pas à une mission régalienne normale dans un État structuré censé agir dans l'intérêt général. Et lorsque la parole publique se réduit, que l'information circule difficilement et que les moyens institutionnels semblent mobilisés ailleurs, le risque ne se limite plus à une crise politique, il devient systémique, touchant directement la stabilité même de la société affaiblie dans ses fondations. Il est temps aujourd'hui plus que jamais de tirer les enseignements de cet épisode de Blida, qui aurait pu virer au drame, mais qui a été évité de peu. Ce qui doit surtout être retenu, c'est le contraste saisissant entre la réalité et le récit officiel fabriqué porté par un discours que beaucoup jugent déconnecté, où l'on tente encore de faire croire qu'il ne s'agissait pas d'un acte terroriste, mais d'un simple incident domestique lié à une bouteille de gaz utilisée dans une scène presque triviale, ce qui, avouons-le, relève d'une explication difficilement acceptable pour quiconque observe les faits avec lucidité. La véritable leçon est ailleurs, il est urgent de remettre les priorités à leur juste place et de recentrer les dispositifs de sécurité sur leur mission fondamentale, à savoir la lutte contre les réseaux criminels et les menaces terroristes, plutôt que sur des récits qui peinent à convaincre. Car il faut le rappeler clairement, les services de sécurité ne sont ni des organes de contrôle de l'information, ni des instruments de gestion de l'opinion publique, ni des structures chargées d'orienter les comportements ou de dicter le contenu des réseaux sociaux, encore moins des producteurs de propagande numérique. Ce n'est pas leur rôle. Et plus ces institutions s'éloignent de leur cœur de mission, plus les mécanismes de protection contre le terrorisme s'affaiblissent, laissant apparaître des failles exploitables, ouvrant malheureusement la voie à des infiltrations dans des zones sensibles, qu'il s'agisse d'institutions stratégiques ou de zones urbaines densément peuplées, exposant ainsi le pays à des risques graves d'attaques et de déstabilisation. Dans ce contexte, un réveil devient indispensable, voire urgent. Il ne s'agit plus seulement de corriger des trajectoires, mais de remettre profondément en question des choix entiers. Il faut dire stop aux logiques de dissimulation. Aucun pays ne se protège durablement à travers le mensonge ou la manipulation, ni par la désinformation ou la propagande. La véritable protection repose ailleurs dans la transparence, la sincérité, l'honnêteté, mais aussi dans le professionnalisme strict des institutions et dans le respect rigoureux de leur mission régalienne, celles qui garantissent réellement la sécurité et la stabilité de l'État.